Now, I want that television set turned on right now! Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur avec un entonnoir sur la tête, et mes infirmiers sont... Laurent Vachaud, il faut être fou pour revenir dans Kinopod. Francis Weber, c'est parti mon Kikinopod. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Volotsunani de Coucou, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes ciné-buddies. Laurent, qu'on retient dans l'émission à grands coups d'électrochoc, et Papa, qui nous fait la gentillesse de revenir régulièrement dans le show sous la menace d'une lobotomie. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, bien sûr, et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romalenov, qui est avec nous aujourd'hui dans la pièce. Nous sommes tous réunis à nouveau, avec Katia d'ailleurs aussi également, donc c'est un grand plaisir d'être tous ensemble en vrai, dans la vie. Aujourd'hui, en l'absence de Don Sedbon et El Refé Domenech, qui sont tous les deux en séance de thérapie de groupe, je m'en vais vous résumer le film, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Le début des années 60 dans l'Oregon, quand Randall Patrick McMurphy est transféré d'une ferme pénitentiaire à un établissement psychiatrique, il pense que la vie va être moins dure pour lui. C'est sans compter avec l'infirmière en chef Nurse Ratchet, qui règne d'une main de fer sur l'établissement et qui, à coups de médicaments et d'électrochocs, entame une bataille épique entre McMurphy et la femme dragon. Et tous les patients donc vont être affectés par ce combat. Papa, avant que Laurent ne nous raconte la genèse pendant plusieurs heures, est-ce que tu te rappelles quand on a vu le film ensemble en salle? Parce que ça fait partie, Je me souviens. Kinopod, c'est un peu de ta faute. Tout était de ma faute. Non mais je me souviens très bien, je l'ai revu 3-4 fois depuis. Et notamment pour l'émission, donc je t'en remercie. Non, surtout parce que c'était sans toi. ça te changeait, ça te faisait du bien, ouais. Bien, et c'est maintenant au tour de Laurent de nous raconter la genèse du film, du chef-d'œuvre de Milos Forman. Alors la genèse, en fait, elle date quand même, elle remonte dans le temps, hein, puisque c'est en fait, à l'origine, Volotsunani de Coucou, c'est un roman d'un auteur qui s'appelle Ken Kesey, qui a d'ailleurs aussi inspiré un film qui avait fait un livre qui avait donné un film de Paul Newman qui s'appelait Le Clan des Irréductibles, et un auteur un peu comme ça, baba cool, de la contre-culture. Et il avait donc, alors bizarrement, vous savez que ce roman a été traduit pour la première fois en français par un titre, ça s'appelait pas Volotsunani de Coucou, vous savez comment ça s'appelait? La machine à brouillard. C'est le premier titre du roman. Alors bien sûr, ça s'est rappelé Volotsunani de Coucou après quand le film est sorti. Et vous savez que le roman a une particularité, c'est qu'il est raconté du point de vue de l'Indien. Du gros Indien qui est en fait l'observateur silencieux, mais ça nous prive de la surprise. Enfin, quand tu vois le film, c'est une grande surprise quand tout d'un coup cet Indien qui est présenté comme un colosse muet se met à parler tout d'un coup, parce qu'il copine avec McMurphy. Et ce qui se passe, c'est que dans le roman, tu es au courant tout de suite, quoi, tu vois, donc ça te prive, et je trouve que c'est intelligent dans l'adaptation d'avoir ménagé cette surprise, parce que tout le monde n'avait pas lu le livre, bien sûr. Et après, ça a été quelque chose, un roman qui a été adapté en pièce après, à Broadway, c'est-à-dire qu'ils en ont fait une pièce qui a été jouée par Kirk Douglas, qui jouait donc Randall McMurphy. Et Kirk Douglas s'est pris de passion pour cette histoire et voulait absolument l'adapter au cinéma. Simplement, ils ont mis tellement de temps à réunir le budget, à trouver les fonds, que Kirk est devenu trop vieux. Et donc, c'était le fils de Kirk, Michael, qui produisait le film avec Saul Zaentz. Et donc, Kirk, ça a été un arrache-cœur pour lui de renoncer au rôle parce qu'il était l'arrache-Kirk. Il était trop vieux, donc ils ont cherché un autre comédien. Et c'est là... d'abord, ils ont cherché un metteur en scène et ils sont tombés sur Milos Forman. Alors attends, avant que tu entames la saga Milos Forman, je voudrais te demander à Francis, tu sais qui jouait le rôle de Billy Bibbit, ce jeune homme qui est joué par Brad Dourif dans le film Le jeune homme qui bégaye sur scène avec Kirk Douglas. Toi, tu le sais, donc ne dis rien.
Non, mais dis-moi, À moins que tu ne le saches pas. Gene Wilder. Ah oui. j'ai été étonné par Billy. Oui, j'ai fait- Non, mais Gene Wilder, c'est quand même, t'imagines de voir Kirk Douglas et Gene Wilder Ouais, sur scène dans C'était le cinéma, ça doit être quelque formidable. chose. Donc, excuse-moi, Milos Forman. Alors Miloš Forman, en fait, était donc, comme on sait, un réalisateur tchèque qui avait fui la Tchécoslovaquie et le régime communiste. Et donc, il vivait à New York, vraiment très pauvrement. C'est-à-dire, c'était un type qui bouffait de la vache enragée, comme on dit. Il avait réussi quand même à faire un film qui s'appelait Taking Off, au début des années 70, mais qui n'avait pas marché du tout. Et depuis, c'était vraiment très dur. Et cette proposition qui lui a été faite, alors qu'il était quand même vraiment pas demandé, c'est une chance quoi, que Kirk Douglas, c'est Michael Douglas et Kirk Douglas qui avaient vu ces films tchèques, qui s'étaient pris de passion pour son cinéma et qui trouvaient que c'était quelque chose de bien qu'un mec de l'Est fasse ce film-là, parce que justement, ça parlait un petit peu de ça, c'est-à-dire c'était de l'oppression que North Ratched, c'est un petit peu les régimes totalitaires, c'est une allégorie du régime totalitaire. Et ils se sont dit qu'un metteur en scène de l'Est saurait faire passer ça. Et donc, ils se sont vraiment bien accrochés sur Miloš Forman, et Miloš Forman, c'était vraiment la chance de sa vie. C'est-à-dire que s'il ratait ce film-là, il pouvait dire adieu à sa carrière, et il pouvait retourner, il ne pouvait pas retourner en Tchécoslovaquie, sinon il aurait été mis en prison. Mais pour lui, c'était vraiment un enjeu vital de faire ça. Ce qui est intéressant, et Francis, il va nous parler de ta rencontre avec Milos Forman, parce que tu l'as connu personnellement, et ça va nous intéresser beaucoup. Mais ils avaient déjà envoyé une première fois, Kirk Douglas, le script à Milos Forman, et Milos Forman n'avait pas reçu le script parce qu'il avait été confisqué par le gouvernement tchèque. Et en fait, 10 ans plus tard, il reçoit le script, et Michael Douglas et Kirk Douglas lui disent « Mais pourquoi tu nous as pas répondu, espèce de con, il y a 10 ans ?» Il dit « Mais j'ai jamais rien reçu. Et en fait, c'est drôle qu'on les recontacté 2 fois pour faire ce film. Oui, ils ont été quand même cool parce que ils auraient pu dire. C'est en voyant au feu les pompiers, justement, qu'ils ont compris qu'ils pouvaient montrer cette. Mais toi, parle-nous un petit peu de ta rencontre avec Milos Forman avant que tu reprennes la genèse. Eh bien, c'était dans un asile psychiatrique. Non, c'est vrai, c'est au Festival de Cannes. Ouais, bah oui. Ah oui. Ouais. Donc, moi, à l'époque, j'étais juré, et il était président du jury, lui. Ouais. Et j'ai rencontré un type absolument délicieux, simple. On a eu une petite discussion, tout le jury, à propos de Godard. Et tout à coup, je me suis tourné vers Miloš et je lui ai dit « Toi, est-ce que tu as pris quelque chose au cinéma de Godard qui, paraît-il, a changé les règles et que c'est devenu maintenant un cinéma mode ?» Il m'a dit « Mais non, rien du tout, alors. » On a vraiment sympathisé, c'est-à-dire que on était d'une certaine manière à côté des autres, parce que les autres étaient des intellectuels. Il y avait un poète de Cuba, je crois, communiste. Il y avait des gens, le genre de type qui me dit « Ah, moi, ce cinéma a le droit de vivre, monsieur », ce genre de choses, tu vois. On me l'a dit si souvent que... Et lui était vraiment ouvert d'esprit. Et je l'ai rencontré quelques années plus tard dans un restaurant de poisson chez le Duc à Paris, tu vois. Il m'a sauté dans les bras, littéralement. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à le rapporter chez moi. Mais c'était formidable. D'abord, c'est un immense metteur en scène, pour commencer. Bien sûr. Et ensuite, moi, ayant travaillé avec tellement de metteurs en scène avant de passer à la mise en scène moi-même, j'ai pas énormément de choses aimables à dire. Il connaissait tes films ? Oui. Je suis toujours surpris quand... un homme qui travaillait en Tchécoslovaquie connaît mes films. Ouais. Mais en même temps, c'est faux. Tu as vu dans mon appartement à Paris, là, qu'il y a un bouquin sur moi en Tchéquie. Tu vois. Non, mais tes films étaient populaires en URSS, Oui, mais dans et l'Est. Laurent, il y a eu une nouvelle vague tchèque. Oui, oui. Il faisait partie de cette nouvelle vague ? Ah oui, bien sûr, avec Ivan Passeur, avec Jan Nemek. Lui, il sortait de la FAMU, qui était donc une école de cinéma en Tchécoslovaquie. Et il a été formé par une école, comme Polanski avait été formé lui-même en Pologne par l'école de Rouch. Ouais. Et donc, c'est un type qui en fait, qui était... Alors, Francis, moi, je pense, sera d'accord aussi. C'est-à-dire que c'est un des rares metteurs en scène, quand même, qui connaît quelque chose en scénario. C'est-à-dire qu'il sait écrire un scénario. Je suis toujours un peu surpris, moi, tu vois, quand les gens... c'est normal. C'est normal parce que tu as l'impression que tu n'as pas dépassé ton clocher, tu vois. Or, c'est faux. J'ai reçu le dîner de cons avec des acteurs chinois sur une scène, tu sais. En DVD, ça fait un drôle d'effet. C'est évident. Mais donc, pour en finir avec Miloš, je disais, avant que tu ne me coupes,
hein, ton père, ton propre père, Ma qui t'a mis spécialité. au monde. Donc, je disais que j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire à propos de tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, mais en revanche, mon rêve aurait été de travailler avec Foreman en tant que scénariste, tu vois. Et j'aime les gens aimables. Ça a l'air bizarre, mais c'est vrai que lui était formidable. Alors au départ, on peut revenir à la genèse du film et au casting. Alors le casting, ils sont pas arrivés sur Nicholson tout de suite. Et ce qui est amusant, c'est de voir les acteurs qui ont refusé de jouer dans Vol au nid de coucou. Et je crois que le premier choix, c'était Burt Reynolds, qui à l'époque était très populaire, tu vois, dans les années 70, qui était Et une qui énorme... ressemble plus au personnage du livre. Voilà. Et qui a un côté Brando jeune, un peu, hein, Burt Reynolds à cette époque-là. Beaucoup moins bon acteur que... Ah bah oui. Ils sont allés voir Jimmy Caan aussi, qui a décidé que c'était pas intéressant pour lui, parce que Jimmy Caan, il avait quand même raconté qu'il aurait dû être engagé par un studio et même bien rémunéré pour ça, parce que chaque fois qu'on lui proposait un scénario, s'il disait je veux pas le faire, il pouvait être sûr que ça allait cartonner. Tu vois, parce que le mec a refusé Rencontre du troisième type, enfin il a tout C'était un refusé. étalon des succès. Et tous les films qu'il a fait après Le Parrain sont quasiment à 99% des films qui n'ont pas marché. tu C'est vois. drôle. Donc il a Mais tourné avec Gene Lelouch. Hackman a refusé Gene le film Hackman aussi. Ouais, ça Il en a m'étonne refusé pas. quelques-uns, parce qu'il a refusé aussi Le Silence des agneaux. Il y a des moments où il aurait dû accepter certains films. Mais les vies des acteurs sont pavées de films à Ouais. succès refusés. Gene Hackman, c'est étonnant parce qu'il aurait été bien, je pense. Quoi. Il aurait bien collé, je Oui, trouve. c'est plus aussi le personnage, ouais. Et je sais pas pourquoi il a pas voulu faire ça. Ouais. Peut-être qu'ils avaient pas envie de passer, je sais pas combien de mois dans un institut psychiatrique Tu sais, moi, dans j'ai l'Oregon. Moi, j'ai tourné, c'était Tais-toi, Qu'est-ce qui lui arrive? au centre des malades difficiles à Villejuif, l'hôpital psychiatrique. C'est très pénible. Ah oui. Parce que les malades difficiles, c'est des malades qui ont commis des crimes. Et des crimes en général tellement abominables qu'on ne les juge pas. Ouais. On les envoie directement à l'asile. Ouais. Et c'est l'endroit où il y a le moins de drames par rapport à un asile psychiatrique normal, parce que chaque malade mental qui a un palmarès effroyable a 2 gardes avec lui, et on leur donne un truc qui s'appelle l'Aldol. Si tu en prends un comprimé, tu dors pendant 3 jours. On leur donne 4 comprimés par jour, Ouais. tu vois. On leur fait écouter aussi un kinopod. Quand Depardieu tournait, Ouais. j'avais peur qu'on le garde, parce qu'il était tellement dingue, tu vois, que il haranguait les fous. Ruby! Merde! Ruby! Merde! Mais qu'est-ce que t'as à crier merde comme ça? Merde! Merde! Ruby! C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le film, ils sont sur une grue pour s'échapper de l'asile, et tout à coup, il y a les femmes, parce qu'il y avait les femmes et les hommes qui sont sortis, et il y avait un truc qu'on appelait le saut de loup. C'est-à-dire qu'ils arrivaient sur une petite prairie comme ça pour se promener, mais il y avait un trou très profond, avec une déclivité au départ et un mur à l'arrivée. Donc on les gardait comme ça. D'accord. Et tout à coup, quand les femmes sont sorties, il était là sur sa grue et c'était « Alors, mes jolies !» Je me suis dit, mais il est malade, parce qu'elles sont devenues, j'allais dire folles, ce qui est idiot, mais hystériques, littéralement. Et le psychiatre m'a convoqué et m'a dit il ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il va me foutre la merde dans mon asile. J'ai une question par rapport à ce qu'a fait Foreman, parce qu'il a eu la grande intelligence d'utiliser des malades de l'asile pour son film, ce qui donne une couleur vraiment très vraie, et notamment le médecin en chef, qui est joué par le véritable médecin en chef Ouais. de l'Institut à l'époque. McMurphy, I'm Dr. Spivey. Dr. Spivey, what a pleasure it is to meet you. Sure. Pull up a chair, sit down, let's talk. Sure. Et qui a une idée extraordinaire, c'est qu'il a présenté à chacun des acteurs du film un patient qui avait la même condition médicale que son personnage. Et tout d'un coup, on ne savait plus comment reconnaître, puisqu'ils habitaient même sur place dans l'asile. ouais. On savait plus Est-ce que tu as fait appel à des vrais docteurs ou à des vrais patients dans ton film? Non, j'avais peur. Ouais. Non, je plaisante pas. Parce que mes vrais patients à moi étaient les plus dangereux, tu vois. Alors je dis moteur, je prends un coup de couteau. Ah ouais. En fait, c'est pas une blague ce que je dis, c'est qu'il y avait une infirmière dans la partie entre guillemets plus normale de l'asile qui a été énucléée par une patiente, comme ça, Ah bon avec sa fourchette et Oh clac, là là. elle lui a enlevé un œil. C'est des gens qui peuvent être normaux apparemment, mais ils sont toujours inattendus, c'est moi qu'on puisse dire. Revenons au casting du film. Donc Danny DeVito avait joué le personnage de Martini au théâtre, off-Broadway. Et donc il était ami avec Michael Douglas.
Et au départ, Michael Douglas voulait jouer le rôle de Bibbitt. Et Brad Dourif est arrivé au casting et il a dit ah bon, c'est lui, hein, c'est pas moi. Il a vu tout d'un coup un mec qui était meilleur que lui et ça c'est la force de Michael Douglas de naître parce qu'il avait fait les rues de San Francisco simplement à l'époque comme acteur. Ouais. Mais c'est cet ensemble cast la force de cette troupe qui sont comme des véritables acteurs de théâtre et qui travaillent beaucoup en improvisation sur ces scènes de thérapie où il y a 3-4 caméras. Tu as déjà travaillé avec plusieurs caméras ou toi c'est toujours J'ai réussi à travailler sans caméra. depuis Non, mais quelques je années suis pas assez, je vais dire, je suis pas assez technicien moi-même parce que j'étais un auteur qui réalise moi. Je pouvais pas avoir de la virtuosité avec deux types sur un sofa dans le dîner con, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire des mouvements de caméra compliqués. Alors bon, il y a des films plus difficiles que j'ai faits. Et j'étais, Dieu merci, aidé, tu vois, parce que moi j'écrivais le texte et derrière j'avais des gens comme Agostini, qui est un cadreur, un caméraman formidable. Yves Agostini, Est-ce que ouais. plutôt que de parler de moi, je pourrais parler du film un peu, ce qui m'inspire? Bien sûr. Alors je peux y aller? Ah vas-y, lance-toi. Oh, merci. Ouais. Je retrouve mon sang là. Bon, alors mon fils, viens mon sang, viens réparer. Donc en fait, je trouve que c'est un film parfait. Pourquoi? Parce que tu as face à face, évidemment, un type qui est complètement à côté de la plaque en venant dans un asile d'aliénés, parce qu'il ne respecte aucune règle. C'est un marginal qui s'amuse de la vie. McMurphy, stop all this holy shit and get your ass back in bed, you understand? Et il commet l'erreur de sa vie à lui en changeant la prison contre un asile psychiatrique. Parce qu'un asile psychiatrique, tu as entre les mains d'une Nurse Ratched, qui n'est pas un monstre. C'est simplement, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle a adopté ces fous. Elle les a adoptés dans le sens où ils lui appartiennent. Et quand le jeune qui se fait dépuceler par une des prostituées qui a apporté, Nicholson, perd son bégaiement parce que tout à coup, il est heureux, elle le ramène dans le troupeau en lui disant « je vais le dire à ta mère ». Please don't tell my Mr. mother. Washington, put Billy in Dr. No, Davis' no. office. No. Stay with him till the doctor arrives. Elle ne veut pas les voir partir. Elle a son troupeau à elle. Et c'est terrible parce qu'elle est le règlement, donc elle a raison. Quand elle voit arriver ce fou, au sens civil du terme, c'est-à-dire c'est pas un malade mental, mais il ne fait que des bêtises. Et c'est une provocation permanente pour elle. Et elle, c'est une araignée dans sa toile. C'est-à-dire qu'elle l'observe et elle attend le moment où elle va arriver à la lobotomie avec lui. Et c'est obligatoire. Il fait trop de bêtises. Et comme il les fait pour la provoquer. Alors pour finir avec cette histoire, là que je suis en train de vous raconter, le jour où il découvre que tous les autres sont volontaires pour se faire soigner et qu'il est le seul à être involontairement là parce qu'il prétend qu'il est fou, il ne l'est pas. Donc on va l'étudier. Il se rend compte de l'énormité de la bêtise qu'il a commise, tu vois. Parce que l'autre, elle est contente de le lui annoncer. Et en plus, si tu regardes bien cette actrice merveilleuse qui est Nurse Ratched, tu te rends compte qu'elle a une espèce de mépris amusé pour ses pensionnaires. Elle les regarde, elle a un regard d'adulte sur des enfants. Et c'est terrible, parce que ce n'est pas des enfants, ce sont des malheureux. Tu vois. Alors le seul qui est un imbécile, c'est Nicholson, parce qu'il n'a pas compris en face de qui il se trouve. Et à partir de ce moment-là, la lobotomie est absolument inévitable. Voilà. Oui, mais j'irais même jusqu'à dire que moi j'étais presque plus souvent du côté de Nurse Ratched, par exemple, parce que je trouve qu'il était presque dangereux pour ses patients, ce type qui tout d'un coup leur fait miroiter plein de choses, etc. Et puis il est extrêmement... c'est un agent du chaos quand même qui arrive et qui perturbe véritablement tout ça. Et on peut penser que cette femme, par moment, comme tu dis, elle est dans son bon droit d'une certaine manière, parce que ces gens... Elle est parfaite. Ouais. Elle est Jusqu'à parfaite, cette mais- lobotomie qui, effectivement, bon, on a reproché au film d'être un petit peu manichéen dans sa représentation de la psychiatrie et des lobotomies qui étaient encore, à l'époque, malheureusement, un truc qui existait, mais peut-être pas au degré qu'il est décrit dans le film. Je ne sais pas si c'est... Non, ça n'existait pas, je crois, dans les hôpitaux On a psychiatriques considéré à américains. un certain moment, parce que j'ai malheureusement fait un peu de médecine, que la lobotomie était un miracle pour les malades mentaux. Or, en fait, transformer un malade mental en plante, c'est devenu un type qui n'existe plus. C'est abominable. D'ailleurs, la fin est terrible quand on le voit sur sa civière et qu'on se rend compte
c'est fini. Bien sûr, dans Là tu brûles les étapes, parce qu'effectivement, c'est terrible. Mais on peut parler justement de l'Indien, parce que s'ils n'avaient pas trouvé l'Indien, ils n'avaient pas de film. Non. Et on ne trouve pas un acteur comme ça si facilement. Je crois que ça a été assez compliqué. Ils sont allés le chercher parce qu'en fait, ils ont fait des castings sauvages parce qu'ils cherchaient un mec pas connu, tu vois. Ouais. Il fallait un colosse et ils n'arrivaient pas à le trouver, quoi. Et un jour, on leur a dit, il y a un type qui vit dans une réserve, mais alors au Canada, enfin, il fallait prendre un avion, un petit avion, tu vois, pour y aller. Ils ont failli se cracher. Enfin, ça a été tout un truc pour trouver le mec qui était là-bas et qui est devenu acteur après, qui a fait plusieurs films, tu vois, dont un film avec Charles Bronson qui s'appelait Le Bison Blanc. Il a fait plusieurs. Poltergeist 2. Voilà. Et c'est vrai que ce type-là, qui est pourtant une présence assez silencieuse pendant une grande partie du film, tu l'enlèves du film, ça enlève quand même un truc énorme, notamment toute la fin, tu vois. Parce que quand on découvre qu'il parle, il pourrait parler faux. Et c'est apparemment pas le même professionnel que tous les autres. Non. Et tout à coup, il est d'une justesse. Forman était un directeur d'acteurs hors pair, hein, c'est-à-dire qu'il était capable de diriger des gens qui n'avaient jamais joué. Tu vois tous les gens qui regarde Farid Murray-Abraham qui a joué Amadeus. C'était un petit comédien. Mais il venait quand même du théâtre. L'autre vient du rodéo, je crois, Will Sampson, qui est un monde mais très très différent, tu vois, l'Indien. Je vais te dire, Ouais. nous sommes tous les trois des gens de cinéma. Hein. Il y a une chose remarquable dans le cinéma, c'est que les films réussis sont souvent des miracles. Parce qu'on a l'impression que tout le monde est bon. Et c'est pour ça, souvent aux Oscars, qu'un film a 11 Oscars. Parce que tout à coup, tout le monde, costumière, preneur de son, etc., tout le monde a rempli son travail à la perfection. Et c'est l'impression que j'ai eue avec Le vol au-dessus d'un nid de coucou. Moi, je me souviens quand j'étais à la Fémis, il y avait Jean-Claude Carrière donc, qui était le président, et il nous avait raconté, lui était allé sur le tournage de Vol au-dessus d'un nid de coucou, parce qu'il était ami avec Forman. Il nous avait raconté que c'était terrible, quoi. C'est-à-dire que l'atmosphère, Nicholson et Forman ne s'entendaient pas. Forman et Nicholson ne s'entendaient pas du tout. Non. Et il paraît que la fille, donc Louise Fletcher, qui jouait donc Nurse Ratched, était très malheureuse parce que tout le monde la détestait. Enfin, personne ne voulait lui parler, donc elle était toute seule dans son coin. Papa, quand tout d'un coup, à mon avis, quand on voit les rushs, ça calme tout le monde quand même. Quand tu vois ces scènes, quand elles sont filmées, les gens doivent se Quand dire... les gens se détestent, particulièrement si ce sont des acteurs, Ouais. c'est entièrement en pulsion, ça n'est plus en réflexion. Je crois que Nicholson avait des problèmes avec Forman, il aimait pas sa direction, enfin, ils se sont pas mal frités, je sais pas exactement pourquoi, mais ça s'était pas très bien passé, et quand il y a eu le succès du film, c'était encore même compliqué. D'ailleurs, tu les vois le jour des Oscars, ils sont pas, tu vois, à se jeter dans les bras l'un de l'autre et tout. And the winner is Jack Nicholson and One Flew Over the Cuckoo's Nest. Le nombre d'acteurs qui communiquent avec le réalisateur à travers un assistant pour ne pas lui parler, y compris Lino Ventura, Ouais, sur Melville. qui ne voulait pas parler à Lautner. Et à Melville aussi. Et à Melville, ouais. Oui. Il parlait à Lautner par Melville interposé, non. Après, Forman, je crois, est un metteur en scène qui n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de concessions. C'est-à-dire qu'il, quand il veut quelque chose, il le demande, tu vois. Et un metteur en scène perfectionniste, Voilà. est fatalement a pain in the ass. Oui, mais tu vois, après, il a fait par Kubrick. rapport- Il a Il a fait, quand même fait Shining avec voilà, Kubrick dans la il a foulée. fait Kubrick. On peut parler un peu justement des points communs entre Shining et Le vol au-dessus d'un nid de coucou, Laurent. On en a parlé déjà peut-être dans le podcast sur Shining, je me souviens plus. Ouais. Mais en fait, il se trouve que Kubrick, quand il avait fait Shining, il avait choisi Nicholson, qui était à l'époque quand même très connoté fou, hein, puisqu'il avait déjà fait Vol au-dessus d'un nid de coucou 2 ou 3 ans avant. Et donc, ça paraissait presque un choix un peu évident. Mais c'est un indubitable qu'il a voulu jouer quand même avec cette image-là, c'est-à-dire, puisque il y a des allusions assez troublantes, c'est-à-dire que tu vois le premier plan de Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est une montagne enneigée de l'Oregon avec une voiture qui passe et qui se reflète dans un point d'eau. Et tu regardes Shining, le début, c'est une montagne de l'Oregon avec une voiture, tu vois, enfin c'est la même chose quasiment, pas filmé pareil, mais à peu près la même chose. Ça emmène le personnage Nicholson, qui s'appelle Randall McMurphy dans Le vol au-dessus d'un nid de coucou, Jack Torrance dans l'autre, dans un établissement où il doit prendre un job ou être évalué. Il y a une longue scène d'interview avec le directeur de l'établissement, que ce soit le patron de l'asile ou le patron de l'hôtel, tu vois, dans Shining.
Donc il y a une espèce comme s'il voulait jouer un petit peu, tu vois, avec la structure de Volotinani de Coucou pour essayer de. Et il y a quand même un truc troublant, c'est que dans Shining, il y a l'acteur qui joue le cuisinier noir, là, Scatman Crothers, qui joue dans Volotinani de Coucou aussi, si tu veux. Il fait le gardien qui fait rentrer les putes à la fin, tu vois, avec Nicholson. Oh, I'm sorry. C'était un ami de Nicholson. Donc il y a beaucoup de points communs. T'entends le début le générique de Volotinani de Coucou, il y a une musique avec des sonorités indiennes un peu comme ça. Tu regardes Shining le début, il y a ça aussi, quoi. Tu vois, Très belle musique de Jack Nietzsche. Et il y a, voilà quoi, les thèmes indiens de Shining, ils sont évidents. Enfin, il a les dessins indiens, le cimetière indien, tu vois. Donc il y a quand même, franchement, je pense que Shining se sert de Volotinani Coucou comme film, tu vois, qui est un petit peu en référence. The site is supposed to be located on an Indian burial ground, and I believe they actually had to repel a few Indian attacks as they were building it. Pour finir sur Shining et Volotinani Coucou, il y a encore un autre truc extrêmement troublant, c'est que Miloš Forman a failli, vraiment, elle était quasi engagée à un moment. Yeah. Engagée Shelley Duvall pour jouer la petite pute qui couche avec Brad Dourif, tu vois. Et finalement, il y a eu je sais plus quel problème, je crois qu'ils ont décalé des dates, elle était plus disponible et donc ils ont pris une autre comédienne, mais t'aurais pu avoir les 3 comédiens de Shining dans Volotinani de Coucou, tu vois, ça aurait été quand même assez incroyable. Mais comme Scatman Crothers, donc qui fait cet infirmier noir qui accueille les prostituées, qui est extrêmement crapuleux, tu sais, avec l'alcool et tout, il est formidable. Parce que c'est vraiment un personnage de comédie. Et je frappais à quel point il y a des moments où on rit beaucoup dans ce film. C'est peut-être ce qui t'a touché aussi, c'est que c'est une comédie par moment quand même. Mais moi, ce qui m'a frappé, si tu veux, c'est la justesse de Vito, par exemple. Are you with us? Yes. Qui l'a joué au théâtre, tu me dis, je savais pas. Martini. Qui est dans une espèce de rêve un peu hilar. Il est tout le temps comme ça, tu vois. Quand je l'ai vu la première fois, ce film-là, je connaissais pas Danny DeVito. Je croyais que c'était un vrai, moi. Tu vois, je croyais que il avait pris des vrais fous, tu vois. Christopher Lloyd, voilà, c'était des vrais mecs. Le copain de Philippe Sedbon, Vincent Schiavelli, ils ressemblent qui ont tous des gueules pas possibles. Tu vois. Michael Berryman, qu'on voit dans La colline à des yeux, sont tous des acteurs qui ont des têtes étonnantes. Tu vois, on n'est pas loin de Freaks de Todd Browning, mais qui sont des grands acteurs. Il y a celui qui joue le proviseur dans Carrie aussi. À la fois formidable et pas vrai. C'est-à-dire que les acteurs, moi je l'ai regardé, c'est vrai pas loin effectivement de la monstrueuse parade là-bas. Hein, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire dans un asile psychiatrique, tu as des types qui sont totalement normaux apparemment. Moi, la première fois quand on a voulu me faire entrer dans le centre des malades difficiles, j'avais peur, parce que tu passes 7-8 portes, on ouvre des serrures comme ça. C'est le docteur Lecter. Et je me suis dit, si on reste coincé. Ouais. Et on est passé devant la première, entre guillemets, cage d'un malade. C'était un beau type qui était installé sur son lit. Et simplement, il tapait sur ses cuisses comme ça. 1, 2, 3... J'ai regardé ça, je me suis dit, bon, oui, il n'avait pas la tête, ces gens. C'est vrai que c'est plus spectaculaire si les gens ressemblent à ce qu'il y a. Good evening, Clarice. T'as pas eu ça? Oui, mais dans Volotinani Coucou, quand tu les vois au début, ils n'ont pas l'air très dangereux. C'est des types, tu vois, qui sont un peu dépressifs, un petit peu, il y en a un. On voit que tout d'un coup, quand il y a leur routine qui est malmenée, là, ils ont l'air de s'agiter, tu vois, et c'est justement ce que provoque Nicholson, c'est-à-dire de changer leur routine. C'est fou d'avoir pris autant de plaisir 3-4 fois avec ce film. Ça n'arrive pas souvent. C'est un beau film. Et c'est vrai que l'univers est très très bien rendu. Tous les autres infirmiers sont formidables. It's in the horse pill. It's just medicine. It's good for you. Yeah, but I don't like the idea of taking something if I don't know what it is. Don't get upset, Mr. McMurphy. L'infirmière assistante de Louise Fletcher est formidable. Et Louise Fletcher est belle, je trouve, par moments. Parce que c'est une femme laide du tout. Elle a fait des westerns à la télévision, elle était très grande, c'est pour ça qu'elle a dit qu'on la choisissait souvent pour des westerns. Et elle est très belle, et même par moments, il y a des moments où tu sens presque un peu de flirt entre elle et Nicholson, très brièvement. Oui, mais c'est de sa part à elle un flirt hautain. C'est-à-dire que tu vois que derrière cette espèce, voyant que l'autre est un séducteur, ça l'amuse plus que ça ne l'excite. C'est vrai, mais en d'autres lieux et en d'autres temps, c'était un couple possible. Une des critiques qui ont été faites contre le film, et il y en a très peu, mais il y en a quand même une, et surtout aux États-Unis. C'est-à-dire que le film a été taxé de misogynie.
à cause de ça. C'est-à-dire que le personnage de Louise Fletcher était vu comme la salope, tu vois, la diabolique, alors que je trouve pas que ce soit ça, tu vois. The nominees for the best performance by an actress are Isabella Gianni in The Story of Adele H. Louise Fletcher in One Flew Over the Cuckoo's Nest. the winner is Louise Fletcher. Elle a eu l'Oscar. Elle a même remercié en langue des signes. You are seeing my dream come true. Thank you. Le seul parce que c'est reproche qu'on puisse lui faire à elle, c'est qu'elle ne veut pas perdre ses enfants. C'est une femme qui n'a probablement pas eu d'enfants. Et quand elle voit tous ceux-là qui sont tellement désarmés, en fait, elle considère qu'elle a besoin de les garder pour les protéger. Après, elle a quand même un visage un peu sévère, tu vois. Enfin, elle a pas l'air quand même très. En plus, ils lui ont avenante, fait cette coiffure qui ouais. ressemble à des corps, Ouais, tu as ouais, vu, ouais. comme le diable. Donc ils l'ont pas arrangé non plus, mais elle a cette gravité, ce côté solennel. Je la trouve très belle. Oui, mais tu peux pas plaisanter avec ces gens-là. Non, mais c'est ce que voulait, c'est le communisme, comme C'est disait un peu, Forman, c'est un peu tu le vois. même genre de comédienne qu'Hélène Burstyn, tu vois, ou des comédiennes Ouais. comme ça. Qui était considérée ainsi que Lily Tomlin et Jeanne Moreau, j'ai entendu, parce que Ouais. bien sûr, c'était pas du tout le premier choix, tu vois, mais c'était une bonne idée, comme avec Salieri, F. Murray Abraham, de prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce qui fait qu'on peut véritablement imaginer Eleanor Scratchett plutôt que de voir Jeanne Moreau, tu vois. De toute façon, il faut voir que Forman, il savait quand même très bien marier la comédie et le drame. C'est-à-dire que tu Ah oui, regardes mais tous ça, ces films, C'est très slave aussi. même Amadeus, il y a des Parce que choses moi, très... Ouais. J'ai vu Papa est en voyage d'affaires, qui avait eu la palme à Cannes, d'ailleurs. Je suis pas sûr, d'ailleurs, mais en tout cas... Si, moi, c'est j'ai- quand tu y étais. Si, c'est ça, ouais. Eh bien, écoute, c'est très drôle. Le chef opérateur du film, Haskell Wexler, est viré pendant le film. Il y a eu 2 chefs opérateurs, oui. Et toi, tu as travaillé avec Haskell Wexler sur Les Trois Fugitifs. Évidemment, sur Les Trois Fugitifs, c'est un type merveilleux. Il a eu 2 Oscars. Et Marty Short, qui est un performeur d'opérette, si tu veux, il chantait très fort dans la rue. Haskell Wexler, with 2 Oscars in each hand. Comme ça. Genre Broadway, ouais. Il a travaillé sur Les Moissons du Ciel aussi, Haskell Wexler. Tu sais, il est parti. Une légende non, des années Il 70, est parti. un peu, ouais. Bah, Un c'était type un type qui adorable, avait, d'ailleurs. Un type adorable. qui avait une image de gauchiste, en fait, aux États-Unis. Parce que c'était un type vraiment anti-guerre du Vietnam, très tu vois, les Activiste, protestations, engagé, ouais. activiste. Il avait d'ailleurs fait un film comme metteur en scène hein, qui parlait de ça un petit peu, qui s'appelait Medium Cool, tu vois, qui est un film emblématique de la contre-culture des années 60. Et donc, c'était un type assez gauchiste, tu vois, et ça marchait pas toujours très bien dans les films, tu vois, parce qu'il était très syndicat, machin, à vouloir faire la grève tout le temps, tu vois. Alors je sais qu'il a eu... Alors attends, est-ce qu'il a été viré de Volotine à Nid de Coucou ? Oui, parce qu'il a été remplacé par Bill Butler. Ah d'accord, voilà. Ouais. Donc je sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il a fait, parce que c'est un grand chef opérateur. Ouais, ouais. Mais il y a des remous comme ça dans les films qu'on n'arrive pas à comprendre. Ou alors peut-être le tournage était peut-être trop long, il était peut-être engagé sur un autre truc. Tu vois, Ouais, parce qu'il a quand même tourné pas mal du film, je crois, j'ai l'impression. Bill Butler, c'est celui qui a fait Les Dents de la Mer, tu vois, quoi, qui est un ami de William Friedkin. Excusez du et peu. Grise aussi, Grise. T'imagines, tu passes de Volotine à Nid de Coucou, Grise et Les Dents de la Mais Mer. ça, c'est les chefs opérateurs. Tu te rappelles que Ouais. John Alcott, qui a fait Barry Ouais. Lyndon, après faisait Baby, Le Monde Perdu, avec un petit dinosaure. Donc, tu sais, ils font des trucs incroyables, les chefs opérateurs. Ils passent de... D'un univers à un autre. Remarque, Luciano Tovoli qui passe de Dario Argento à Francis Weber, c'est pas mal quand même. Ouais, et puis Et là, il avait fait J'ai un dit film ça pour avec- toi, Romain, Dario Argento. Il avait fait un film avec Lozé aussi. Ah ouais. Tiens, Tovoli. Et puis Antonioni. Profession- Ça, c'est Antonioni, tu veux dire. Profession reporter, c'est Antonioni. Alors c'est avec Antonioni. Ouais. C'est ça, voilà. Il y a Piala aussi, je crois, non ? Luciano Tovoli, il a fait Police, tu vois, des films comme Il avait ça. fait un film avec... Tovoli avait fait aussi un film. Il avait fait un film, on parlait de Dino Buzzati. Il avait fait un film avec, je crois que c'est Rizzi qui a fait Pain et chocolat, je ne me rappelle pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est lui qui était chef opérateur. C'est un formidable film aussi, Pain et chocolat. Ouais. Non, c'est pas Rizzi. C'est un film il y a un mec qui s'appelle Franco Brussati. Ah, c'est ça, oui, tu as raison. Mais Buzzati, c'est pas l'auteur du livre. Ah non, c'est... Non, le pain et chocolat, c'est un gars qui s'appelle Thomas Franco. di Lampedusa. Non, ça, c'est le gars qui a écrit Ça le... suffit. c'est le gars qui a écrit le gars qui a écrit le Guépard. Assez. Les gens qui craquent. Ouais, j'aime bien d'ailleurs quand tu mets de l'accent en parlant des gens. Brussati. J'avais un producteur à l'époque qui produisait pas, ou très peu, mais qui me disait tout le temps, il faut faire un film avec Laura Antonelli. Bon, revenons au film. Moi, je voulais parler de Jack Nicholson.
parce qu'effectivement, il a gagné son Oscar, il le mérite véritablement, il est extraordinaire dans le film. Tu as vu, quand il arrive au début du film, il arrive dans cette institution, cette ferme, tu vois, où il pense qu'il vient de cette ferme, il vient dans cette institution psychiatrique en pensant que la vie va être belle, et on lui enlève les menottes, et tout d'un coup, il est en liberté, et il commence à embrasser un des gardiens, il improvise. Et on sent vraiment qu'on lâche Nicholson dans le film. Tout d'un coup, Foreman lâche sa carte maîtresse. Et au début, il la joue finement quand il est en face du médecin et qu'il est là, comme ça. Hein, il ne va pas se déchaîner, il se déchaînera plus tard. Ça, c'est sa grande intelligence, justement, de ne pas faire le cinglé, si tu veux, et au contraire, de dire plus ou moins la vérité à ce type. Il commence à lui montrer des photos de cul, quand même, tu vois. Mais là aussi, c'est une scène, alors papa, c'est intéressant, parce que toi, où c'est écrit à la virgule près, c'est une scène improvisée. C'est-à-dire qu'ils font comme Larry David, ils ont des rendez-vous, ils ont 3-4 points à toucher et à préciser dans la conversation, et après, Nicholson, qui est lead, comme dans une danse, c'est lui qui lead la danse, il emmène cet acteur qui n'est pas un acteur professionnel, qui était un psychiatre, et ils improvisent tous les deux. Ça, j'aurais jamais pu faire ça. Toujours par le fait que quand tu écris 3, 4, 5 fois une scène, si quelqu'un commence à déformer ton texte, tu ne te rends pas compte de la qualité de l'improvisation, tu te rends compte qu'il est en train de te trahir. Et c'est orgueilleux de la part d'un scénariste, mais c'est comme ça, tu vois. Sauf avec un Christopher Guest, dans genre Best in Show, etc., où il a une équipe d'improvisateurs. Bah là, ça marche plutôt pas mal, quand même. Formidable. Non, je parle dans Volotine de Coucou, quand ça, c'est deux types face à face. Ça, j'ai pas remarqué, moi. Bah, justement, c'est donc, ça marche très bien. Voilà. Mais tu sais pas combien de prises ils ont fait, tu vois, il y a dû y avoir des tas de tentatives. Mais le risque, quand même, au départ, même sur le plan de la production, c'était de décider de tourner ça dans un vrai asile, avec des mecs qui étaient là. Ils auraient pu reconstituer le truc en studio, tu vois, ils auraient pu, mais ça aurait pas été la même chose, tu vois. Et le fait qu'ils étaient tous en vase clos pendant je sais pas combien de semaines, et il paraît que la Nurse Ratched, là, elle craquait vraiment parce qu'elle était très isolée. Bah, ça a dû jouer quand même dans la qualité après de l'interprétation. Et là où l'improvisation a été involontaire et terrible, c'est que quand ils ont joué La Cage aux Folles, Tognazzi et Serrault, Tognazzi avait dit « je joue en français ». Et quand il avait à quel point Serrault était drôle et bon, il a dit « joue en italien ». Cet homme improvisait parce qu'il n'apprenait pas son texte. Et quand Serrault attendait la dernière réplique, qui était par exemple « marmelade », il disait « confiture » à la place. Ce qui fait qu'il y avait un blanc de la part de Serrault. Et ça, alors dans ces cas-là, l'improvisation avait... C'était pour pas que le mec que Serrault lui fasse de l'ombre, tu vois. C'était un calcul de comédien un petit peu vaniteux, tu vois. Mais à propos de vanité, moi je trouve que c'est aussi cette absence de vanité chez Jack Nicholson qu'on verrait de plus en plus dans Shining, où il a les cheveux dressés, ou même jusqu'à Tendre Passion, tu vois. On le voit déjà dans Volotine de Coucou, où il a beaucoup de charme, parce que c'est le jeune Jack Nicholson au sommet de sa forme, mais il a quand même aussi une absence de vanité qu'on voyait pas fatalement chez un Robert Redford ou chez des acteurs... C'est un bel homme, d'ailleurs. Il est très beau. Et moi, j'ai trouvé un truc pour l'imiter, c'est ça. Tu vois, les deux sourcils en l'air, comme ça. Et c'est naturel chez lui. Les dents, quoi. Il a quand même un sourire... Mais moi, tu vois, il avait fait Chinatown juste avant, moi, bizarrement, c'est ma performance préférée de Nicholson, alors qu'elle est plutôt plus réservée, tu vois, plus restreinte que dans Shining ou dans Volotine de Coucou. Mais là, c'est un registre complètement différent, tu vois, quoi. Et je pense que Volotine de Coucou est peut-être la naissance de ce Jack plus over the top qu'on verrait par la suite jusqu'à la parodie avec le Joker ou même plus tard, tu vois. Je pense qu'il prend naissance avec Volotine de Coucou. Il y a dans la carrière d'un acteur, quand Belmondo devient Bébel, dans cette carrière-là, il y a le moment où il démarre, il se cherche, et très souvent, quand il se trouve, c'est moins bon que quand il se cherchait. C'est un peu obscur ce que j'ai dit, non? C'est pour ça que j'ai aimé. Après, il a été capable de faire des rôles où il est plutôt calme, Nicholson, mais les gens l'ont aimé et l'associent plutôt à des rôles complètement excités, emphatiques, tu vois, où il en fait 15 tonnes, tu vois. Quand Jean imite Pacino... Scarface. C'est arrivé après, ça. Oui, c'est vrai, ils partent un petit peu en auto-parodie. Nicholson, il avait quand même l'image, si tu veux, de Easy Rider.
qui était déjà la contestation, tu vois, les années... donc là, comme c'est quand même un film là-dessus, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un gars, si tu prends l'asile un petit peu comme une métaphore de la société, tu vois, avec un type qui vient secouer le cocotier, tu vois, pour ne plus respecter tu avais Five Easy Pieces, voilà, tu pour ne avais pas respecter la les dernière règles. corvée, donc c'était effectivement le représentant d'une contre-culture Voilà. et de l'époque. Et d'un type qu'il faut éliminer parce que finalement il conduit au chaos, quoi, tu vois. Donc ça correspondait bien finalement à l'image qu'il avait à partir d'Easy Rider. C'est drôle, c'est que dans cet asile, tu as deux méchants de Batman, tu as le pingouin et le Joker. Deux futurs méchants. Ouais, deux futurs méchants de Batman. Ouais. Non, mais ce qu'on peut voir, c'est dans le scénario de Volodymyr Coucou et dans la manière dont il est construit, parce que c'est un scénariste qui s'appelle Bo Goldman qui a écrit le scénario, je crois, hein, qui a adapté le livre. Il y a un autre film après qui a eu énormément de succès, qui a l'air très différent de Volodymyr Coucou, mais qui est construit en fait sur les mêmes ressorts plus ou moins. C'est le cercle des poètes disparus, si tu veux. Ah ouais, voilà. Et tu regardes un petit peu, c'est la même figure un petit peu d'univers un petit peu régi par des règles, tu vois, strictes, machin, où il y a des gens qui sont un petit peu, alors c'est pas des fous, mais c'est des gosses qui sont un petit peu, tu vois, la discipline est très forte. Et t'as une sorte de trublion, c'est-à-dire un prof là qui arrive, tu vois, et qui commence pas à foutre le bordel, mais à faire autrement les cours, tu vois, pour essayer de les pousser à s'extérioriser, à exister plus, et ça dérange l'ordre établi, et curieusement, ça conduit quand même à un suicide aussi, quoi. C'est-à-dire, tu vois, et à la fin, il y a aussi un truc où il y a vraiment, tu sens que c'est un peu un archétype d'histoire, on peut voir ça aussi avant Volodymyr Coucou avec Luc la main froide. Où tu as ce personnage de Paul Newman qui arrive dans ce pénitencier et qui a ce même côté cool et rebelle et chaotique. Mais après, il y a le côté agneau sacrificiel, c'est-à-dire que c'est le personnage qu'il faut sacrifier, parce qu'il a troublé l'ordre, tu vois, quoi. Ouais. Et que ce soit Robin Williams qui est renvoyé. Puisqu'on parlait de Robin Williams, lui, j'ai bien connu. Ouais. J'en ai déjà parlé ou pas? Je crois pas, non. Je vais le dire très vite, hein, parce que pas trop long. Un jour, le patron du studio Disney me téléphone parce que pour Disneyland Paris, ils avaient besoin de traduire un des courts-métrages, de documentaires. Il fallait trouver un traducteur et Robin Williams prétendait parler couramment français. Et ASDR m'appelle en me disant « Est-ce que vous pourriez diriger Robin Williams ? Il est absolument courant en français. » Je me suis méfié. Je lui ai dit « Est-ce que je peux vérifier ?» Je lui ai demandé de vous téléphoner. Je ne pensais pas qu'il me téléphonerait, tu vois. Tout à coup, le téléphone sonne et j'entends « Hello ?» Je dis « Oui. »« Bonjour, c'est Robin Williams. » Alors, j'étais très surpris, tu vois. Je lui dis « Oui, bonjour. Alors, vous parlez français ?»« Oui. »« Mais vous parlez couramment ?»« Oui. » Comment tu que je juge? Finalement, je suis retrouvé dans les studios de Lucas, tu sais, à San Francisco, là. Et il arrive, et c'était une catastrophe. Il ne parlait pas français. Il avait joué dans le remake des Compères. Oui, mais ça, heureusement que je ne l'ai pas vu. Et c'était avant, alors, ça, non? Ça a donné ça quand il a commencé. Il devait dire une production internationale française. Ou une production internationale de Paris. Et il dit... Une production international de Paris. Je lui dis non, Robin, non, c'est production. Oui. Il reprend. Une production international of Paris. On a arrêté. Mais il a quand même joué dans 2 remakes de tes films, quoi. C'est-à-dire La Cage aux Folles et les Compères, quoi. Il était bon dans La Cage aux Folles. Ah oui, très bon. Hein. Quiz, Laurent, quel est le prénom de la Nurse Ratched? Mildred. Bravo. That's you, Mildred. Tu savais ça? Mildred. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'explique pas son passé, il n'y a pas de flashback, on ne montre pas effectivement qu'elle n'a pas d'enfant, on ne va pas dans sa maison, alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'il montrerait plus de... Ça serait dommage. Non, mais aujourd'hui... Là, l'acteur remplit tous les blancs qu'on peut aujourd'hui, imaginer. Surtout, ils ont fait une série Netflix qui raconte la jeunesse de la Nurse Ratched, qui est produite par Ryan Murphy, qui s'appelait Ratched, la série, tu vois. Et c'est cette comédienne qui joue dans tous les films de Ryan Murphy, comment elle s'appelle, j'ai un trou, quoi. Enfin, qui jouait la Nurse Ratched, mais ça n'a rien à voir avec le Volodymyr Coucou. C'est-à-dire, c'est très gothique. T'as l'impression d'être dans Brian De Palma ou dans Dario Argento, tu vois, avec il y a Sharon Stone aussi dans un petit rôle, mais qu'il a dépeint vraiment comme une psychopathe, tu vois, voilà, vraiment. C'est pas bien.
Mais tu parlais effectivement de l'Indien qui jouait très bien quand il se met à parler, parce qu'il a cette présence extraordinaire physique, non seulement sur le terrain de basket, tu sais, quand il y a cette scène extraordinaire. C'est formidable. Ouais, et puis il y a aussi la scène où ils partent faire du bateau, qui est formidable. Ah oui. Mais la scène du monologue où l'Indien explique ce que la société blanche américaine a fait à son père, they worked him over, ou je sais pas quoi, et ils vont lui faire la même chose à Nicholson, tu vois. Et là, il est magnifique. C'est un monologue qui est difficile à faire pour Très difficile et très bien fait, bien sûr. La promenade en bateau qui vient un peu après le milieu du film, enfin elle est un peu au milieu. Hein. En fait, ça n'existait pas dans le roman, mais même dans le scénario original, je crois. Tu vois. Et c'est Corman qui a trouvé qu'on a été peut-être un peu trop enfermé et qu'à un moment fallait sortir. Et Ken Kesey, l'écrivain original, détestait le film. Il détestait ça. Ça souvent. Parce que justement, ça n'était pas l'Indien qui faisait la voix off dans le film, si tu veux. Et un jour, il était tombé dessus à la télévision dans sa chambre d'hôtel et il avait éteint carrément. Ouais, il supportait pas. Je comprends. Pourtant, ça a dû lui rapporter pas mal de ronds, j'imagine. Le moment où l'Indien déracine cette masse de plomberie qui est le distributeur d'eau, je ne sais quoi, c'est prodigieux. Parce que c'est vrai, on croit à sa force et on croit au fait qu'il balance ce truc. Surtout que tu as vu la scène avant où Nicholson essaye de le faire et il n'y arrive pas, tu vois. Donc, tu vois parce qu'il y a des scènes symétriques comme ça, c'est-à-dire que quand il est vraiment lobotomisé, ça marche bien parce que tu as déjà vu la scène avant où il faisait semblant, tu vois. C'est-à-dire donc tu as des scènes qui se répondent comme ça. Mais le truc, ce qu'il faut dire sur la fin, hein, on parle un peu de la fin tout de suite, mais les films de Foreman ont des fins extraordinaires, c'est-à-dire qu'il sait que le spectateur emmène avec lui les 25 dernières. C'est ça qui fait le succès d'un film. C'est-à-dire, tu regardes la fin d'Amadeus, cette scène de la dictée du Requiem, elle n'existe pas dans la pièce. Tu vois, ils l'ont créée pour le film. Donc les fins des films de Foreman sont inoubliables et ont tendance à être extrêmement chargées en émotions. Et tu vois, à la fin du Vol au-dessus du coucou, quand tu vois tout d'un coup finalement ce type qui est complètement silencieux pendant pratiquement tout. C'est lui, finalement, la grenade dégoupillée de ce dernier acte. Et quand je parlais du Cercle des poètes disparus, c'était pareil, parce que Ethan Hawke était un jeune élève qui ne parle pas pendant quasiment tout le temps, et c'est lui, à la fin, qui prend la tête de la révolte. Mais tu as vu, cette salle d'eau m'a fait penser aussi à Full Metal Jacket, aux toilettes avec Private Pile, tu sais, il y a cette espèce de côté presque un peu onirique, au moment où il arrache, justement, cet évier. Et c'est bouleversant parce que l'autre est sur son lit et tu as vu, c'est presque une inversion des souris et des hommes où tout d'un coup il le tue. C'est Lenny, qui tue George. Mais c'est, je pense, George a été lobotomisé. C'est une des plus belles fins de l'histoire du cinéma. C'est ce type qui tout d'un coup balance ce machin et qui s'en va et que tu vois plus que sa silhouette qui disparaît. Tu vois. Avec cette musique à la scie. Et avec des verres d'eau, c'est-à-dire que... C'est formidable. Ouais, c'est une originalité de la part de Jack Nitzsche qui avait travaillé avec Phil Spector et qui amène une personnalité incroyable. Est-ce que je peux raconter une histoire de force qui m'est arrivée à Paramount ? Avec plaisir. Mais très vite, parce que je sais qu'on est tenu par le temps, mais mon producteur s'appelait Erin Russo. Rappelez-vous ce nom, on n'en parlera plus, comme disait Alphonse Allais. Et c'était un type qui était arrivé 2e au championnat d'Amérique de bras de fer. Super lourd. Il était énorme. Il pesait 200-300 kilos, tu vois. Et il était installé en face de moi, chez Paramount. C'était mon producteur. Et moi, je regardais ce type, il avait des bras comme mon torse, tu vois. Et du coup, va savoir pourquoi, je me suis dit, je peux peut-être le battre. L'intelligence peut battre la force brute à condition de se concentrer. Quel con. Ce qui fait que je dis à Erin... You want to arm wrestle with me? Tu veux faire un bras de fer avec moi? Il m'a regardé très surpris, tu imagines. Hein? Il dit pourquoi pas? Et il met cette espèce de jambon sur la table. Je mets ma petite main, moi, sur la table aussi, dans sa grosse main. Et je me dis maintenant, vas-y, concentre-toi à mort. Et j'y vais de toutes mes forces. Et au bout de 10 secondes, il me dit, you tell me when you start. Tu me dis quand tu commences. Et il a pris mon bras et boum, tu vois, comme ça.
Quand on étudie ce film-là, et notamment quand on est scénariste, qu'on étudie le scénario, parce que le scénario est absolument brillant, même s'il y a une part d'improvisation, en tout cas quand tu le regardes, c'est ce mélange comme ça de drame et de comédie qui est absolument unique, parce que tu ris vraiment énormément. Qui est aussi, Francis, la marque des films des années 70, comme Un après-midi de chien, où tu as tout ce rapport entre ces deux types, qui est une body story comique. Casal est pathétique et drôle. Tu raconterais ce film-là de manière straight, sans humour, ce serait insupportable, tu vois, quoi. C'est les comédies italiennes aussi, où tu passes du larme au rire. Ouais, tu sais, les films sont au départ très dramatiques et l'humour y entre pour faire passer le principe actif, si tu veux, qui est le drame. Ouais. Et ce qu'on appelle l'excipient, c'est-à-dire la pommade, c'est l'humour. Mais finalement, c'est un thème très américain. C'est l'individu contre le groupe, contre l'autorité, tu vois. C'est-à-dire que c'est le jouet, mon pauvre film. C'est un film dramatique. Un type qui est acheté par un enfant, milliardaire. Et la plupart, l'emmerdeur, un tueur et un suicidaire. Oui, non, mais Mais tu parles d'un postulat, alors que le jouet, effectivement, étant donné que c'est un film qui a un contrepoint social fort et qui est plus un mot qui va te faire plaisir, doux, amer que le reste de tes films, a peut-être été justement pas reçu comme il le méritait à l'époque. Maintenant, il a été réhabilité, heureusement, mais les gens s'attendaient à ce que tu fasses une comédie plus franchement comique. Oui, mais je ne crois pas aux comédies franchement comiques. Je suis d'accord. Mais toi, Francis, on t'aurait proposé d'adapter Volotune Coucou. Si on t'avait proposé, par exemple, de le faire, comment tu le... J'aurais peut-être été assez con pour refuser. J'ai refusé Thelma et Louise, tu te rends compte ? C'est Ridley Scott qui m'a appelé, il produisait, et je venais de faire Le Fugitif américain. J'ai refusé pour faire un navet affreux qui s'appelait Welcome to Buzzsaw ou Out on a Limb avec Matthew Broderick. Oui, je sais. Qui a été... Quand un film a plusieurs titres, c'est pas bon signe. Non, mais il s'appelait aussi Autant l'emporte le vent au départ. Bien, merci mes cinébuddies pour ce séjour en HP. Laurent, on va te remettre ta camisole en attendant la prochaine émission. Et papa, si tu ne m'avais pas emmené voir ce film, ainsi que beaucoup d'autres, quand j'étais petit, il n'y aurait probablement pas eu de Kinopod. Tout est de ta faute, comme je disais en début d'émission. Oui, mais l'erreur est tout à fait au départ. Il n'y a que le premier pas qui coûte, mais merci quand même de tout cœur. J'aurais dû prendre des précautions. De venir comme ça, à répétition dans le show. Donc, merci surtout, comme je disais, de nous rendre visite. Ce podcast est une lettre d'amour au cinéma, mais à toi aussi. Ah bah écoute, c'est adorable. Envoie-moi d'autres lettres d'amour. Donc, avant que tu ne m'étouffes avec un oreiller, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube pour aider le show à continuer avec plein de surprises. Et tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenoff, son Katia Lazareva. On a oublié un truc. Vous savez qu'il y a un caméo de Aurore Clément et de Angelica Houston dans Volotune Coucou. Ouais. C'est-à-dire que quand ils reviennent de la promenade en bateau, il y a un plan où on voit deux femmes accoudées comme ça sur une rambarde qui regardent, et c'est Aurore Clément et Angelica Houston, parce que Angelica Houston vivait avec Nicholson à l'époque et Aurore Clément vivait avec Foreman. Donc ils habitaient tous ensemble dans une maison, et Aurore Clément, que moi j'ai connue, était surnommée à l'époque la Vénus de Miloche. Et maintenant, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous. Francis Weber, j'ai été électrochoqué. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, l'émission où les fous dirigent l'asile. Et maintenant, dans la forêt lointaine, on entend le kino, kino, kino. On entend le kino.